C'est la frustration générée par cette guerre qui inspira en 1889 la table Le Rhin à Émile Gallé, premier directeur du musée de l'école de Nancy et figure centrale de l'art nouveau nancéen. On peut y voir la croix de Lorraine et le chardon emblématique de la devise « Ne me touche pas, je pique ». Le plateau, réalisé en marqueterie sur un dessin de Victor Prouvé, place en son centre le Rhin soutenant la Moselle. Il illustre la phrase de Tacite « Le Rhin sépare des Gaules toute la Germanie ». Ce meuble est d'inspiration, Renaissance, mais l'acte militant qu'il constitue ancrera l'art nouveau dans la particularité nancéienne. En Belgique, Horta met l'accent sur les structures métalliques. À Barcelone, Gaudi développe un style très personnel. En France, bien qu'en relation avec l'art nouveau parisien, Nancy affiche suffisamment de spécificité pour que le nom École de Nancy se justifie. Le verrier Émile Gallé en est le fondateur. À ses côtés, le dessinateur Victor Prouvé. Louis Majorel pour le mobilier. Et pour les vitraux, l'apport de Jacques Gruber est essentiel. Avant de parcourir au musée de l'école de Nancy et à la Villa Majorelle, l'une des plus riches collections Art Nouveau qui nous soit donné de voir, notons les caractéristiques générales de cette école. Ce meuble de salon présente de nombreuses caractéristiques Art Nouveau de l'école de Nancy. Il confirme la nature comme source d'inspiration, répondant à la phrase programmatique de Gallé. Ma racine est au fond des bois, parmi les mousses, autour des sources. Elle est le thème de la marqueterie, mais elle dépasse le rôle décoratif en participant à la structure même du meuble. Le cep de vigne encadre la partie haute et soutient l'étagère. L'épi de blé compose le fronton de la bibliothèque. Ici, le bronze apporte sa contribution au motif floral. Ce salon de 1902, clos par une grille à volutes, expose une banquette berce des prés. À côté, une commode marquetée est surmontée d'un miroir, soutenu par des ceps de vigne. Au premier plan, le guéridon sagittaire d'eau réalisé par Gallé. Il est aussi l'auteur de la lampe à ombelle, reliant l'art à la modernité électrique. Le verre à motif floral est porté par d'élégantes tiges de bronze qui, en déhanché et volute, vient assurer l'équilibre rompu par la dissymétrie. Bureaux et fauteuils aux ombelles, en acajou, cuir ciselé, bronze doré et ciselé d'Eugène Vallin, 1902. Au-dessus, le couple Corbin, collectionneur et mécène de l'école de Nancy, devant le vitrail aux roses de Gruber et l'amphore du roi Salomon de Gallé. Chambre avec armoire au vitrail.
Lit Aube et Crépuscule est la dernière œuvre réalisée par Gallet en 1904 pour Henri Hirsch à l'occasion de son mariage. Il symbolise les étapes de la vie. Au pied du lit, un couple de papillons de jour imbriqués se fait face et repose sur un œuf en cristal, évoquant la naissance et la vie. Sans pour autant changer de sens, la symbolique peut être lue de façon plus érotique. À la tête du lit, un majestueux papillon de nuit dépose des paillettes sur un paysage de campagne, à l'heure où rentrent les troupeaux, le crépuscule. La salle à manger conçue pour les époux maçons en 1903 par Eugène Vallin illustre l'ambition de l'école de Nancy de réaliser un art total prônant la rénovation du mode de vie. C'est une réinterprétation de la salle à manger bourgeoise traditionnelle. Elle constitue un hymne au bois. Victor Prouvé peint le plafond sur le thème des 5 sens, ainsi que les panneaux de cuir des murs. La manufacture d'hommes réalise le lustre consacrant la modernité 1900. Cette marqueterie représentant les usines Gallet nous sert de transition à la partie verrière du musée. 4 œuvres nous suggéreront la visite ultérieure de l'impressionnante collection de la manufacture d'hommes exposée au musée des Beaux-Arts. La lampe à ombelle, que nous avons déjà vue, côtoie la coupe rose de France, allégorie de la vie, vanité réalisée par Gallet en 1901. Lampe figuier de Barbarie, réalisée en 1902 par Majorelle, pour la manufacture d'hommes en verre gravé et bronze patiné. La girandole coloquinte réalisée par Gallet en 1902 est encore une alliance réussie entre le métal, fer forgé traitant les feuilles, et vrille, semblant conçu pour produire les lignes recherchées par les artistes de l'école de Nancy, et le verre gravé aux formes et couleurs variant du vert au jaune et orangé, représentant diverses coloquintes peut être inspirées des estampes et objets d'art japonais. Le verre, c'est aussi le vitrail fréquemment signé Jacques Gruber, initiateur de la modernité dans ce domaine. Sans surprise, le motif est végétal et animal. En jouant avec la lumière, le vitrail fait donc pénétrer la nature, principale source d'inspiration de l'école, dans la maison. Il est rythmé par des groupes de tulipiers et sycomores, dont les bases sont ornées de sagittaires d'eau, pavots, iris et arum, qui, avec un pan, permettent de déployer une riche palette de couleurs obtenue par superposition de verres colorés, grisailles et gravures à l'acide. Dans l'aquarium, Gruber superpose les verres pour permettre à la lumière de rendre l'ambiance aquatique. La lecture, réalisée par Henri Berger en 1900, introduit des particularités dans l'application des principes Art Nouveau. La nature est certes traitée avec des arabesques permises par la fougère, mais en larges aplats, et le corps humain est introduit pour ajouter en courbe de la volupté à la scène. Dans Les Ancolies de 1911, Koenig et Lafitte font le choix d'une construction symétrique. Dans La Corbeille de fleurs, réalisée en 1923, Ventrillon s'écarte des canons de l'Art Nouveau en renonçant aux lignes élégantes. C'est avec la peinture et la sculpture que nous quittons le musée pour gagner la Villa Majorelle. D'abord ce plafond, les fruits, qui permet à Victor Prouvé de réussir un superbe raccourci, dont l'asymétrie, les pastels et le traitement de la lumière relèvent de l'Art Nouveau. Puis cette salle de bain, réalisée vers 1904 par l'architecte Lucien Weissenburger et le céramiste Gentil et Bourdet. La Villa Majorelle est avant tout une architecture réalisée par Henri Sauvage en 1902, anticonformiste, déployant les canons Art Nouveau avec asymétrie, fenêtres en demi-cercle et motifs floraux. La voici, avant les destructions de 1916. Elle a été un lieu de travail, puisque Majorelle y avait installé son atelier, et un lieu de vie familiale.
La ferronnerie de Louis Majorelle porte l'Art nouveau dans les moindres détails. Tuyaux de descente des eaux, attaches en métal fondu et pliés imitant des feuilles aquatiques. La céramique en grès émaillé est signée d'Alexandre Bigot. La salle à manger est la pièce centrale, éclairée par des vitraux de Gruber. Alexandre Bigot réalise en 1902 une imposante cheminée en grès, flammée, inspirée de l'épi de blé et placée au centre de la salle à manger, qu'elle sépare du fumoir. Avant le bombardement de 1916, un vitrail de Gruber éclairait le salon. Si la restauration a préservé les courbes Art nouveau et le mobilier, le vitrail est regrettable. La terrasse a été décorée par le céramiste Alexandre Bigot et le peintre Henri Royer. L'escalier a été dessiné par l'architecte de la villa Henri Sauvage. Le départ de sa main courante est orné de feuilles de lierre et les balustres torsadés renforcent la ligne végétale et produit un mouvement ascendant. Le premier niveau est éclairé par un vitrail de Gruber dont les fers servent de tige à la monnaie du pape, plante généreusement utilisée dans toute la villa, comme dans cet autre vitrail du deuxième niveau. Un lustre à décor d'algues occupe la cage d'escalier. La chambre du couple Majorelle a une cohérence Art nouveau aux lignes épurées, tout en courbes traînantes. Majorelle doit sans doute à sa villa la popularité de son nom, mais au terme de ce voyage dans le monde de l'école de Nancy, il est juste de rappeler que l'art total qui la caractérise, art de l'alliance du travail du bois, du métal, du verre, de la céramique et du béton, visant à agir dans la vie quotidienne, est l'œuvre conjointe de plusieurs artistes et industriels.